Qu'est-ce que t'as fait de beau? Allez, hop! Quand, dans le passé, mon frère a eu un petit enfant qui était concerné par la mucoviscidose, j'ai peut-être eu le sentiment, à réfléchir a posteriori, que c'était une affaire plus congénitale que génétique. C'est-à-dire comme une sorte d'accident qui serait survenu. La méconnaissance que j'avais de ces problèmes-là, je n'ai pas du tout pensé à ça, à tel point que lorsque nous avons attendu notre première fille, en 97, eh bien, j'ai pas eu du tout le réflexe, et la pédiatre, quand on a consulté en amont, n'a pas eu du tout le réflexe, alors qu'on lui avait indiqué dans les problèmes de santé qu'avaient pu avoir les parents, on lui indiquait la présence d'un cas de mucoviscidose chez un neveu, n'a pas eu du tout la présence, par exemple, d'esprit de nous recommander de faire un contrôle génétique, d'aller s'informer, d'aller plus avant dans cette recherche. Je n'ai pas établi de rapport direct, de possibilité, potentiellement de risque avec ça. C'était en tout cas dans notre cas vraiment un manque d'information. Enfin, moi, j'ai quand même vu des gens qui pensaient que c'était contagieux, une maladie génétique. Ou alors qui pensaient qu'on l'attrapait à un certain âge. On m'a posé plusieurs fois ce genre de questions parce que la maladie a été visible uniquement à partir de 20 ans. Donc je me suis retrouvée en fauteuil à 20 ans et comme j'allais bien avant, les gens se sont dit elle a été s'occuper de jeunes myopathes, et ben voilà, maintenant elle est myopathe. Parce que j'avais fait un camp d'animation avec des myopathes juste avant. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance encore dans ce domaine-là, dans la population générale et parfois même chez des médecins généralistes. Ça veut dire quoi? Comment? Tu as les monstres à gain? Non, je n'aime pas. Je n'avais aucun symptôme apparent. Enfin, moi, je ne voyais pas. Ma fille avait quelques petits... et a toujours des petits soucis, mais bon, on n'aurait pas pu imaginer ce genre de choses. Tout en sachant que mon frère l'avait. Donc ça ne m'avait pas traversé l'esprit que moi, je pouvais l'avoir et que Victoria pouvait l'avoir. Mais pas du tout. Alors c'est très différent selon les situations, en fonction du type de maladie et en fonction de la situation de la personne, selon qu'elle a déjà des enfants ou pas d'enfants, selon qu'elle veut avoir une information sur la maladie. Quand même, on peut dire que le point commun à toutes les personnes qui consultent un généticien, c'est d'essayer d'avoir une information et de comprendre. Autrefois, on pouvait se contenter d'un diagnostic approximatif dans la mesure où ça ne modifiait pas fondamentalement la prise en charge des patients, que ça ne changeait pas le traitement qu'on pouvait lui proposer. À l'heure actuelle, pour le conseil génétique, pour les études génétiques, il est tout à fait important d'avoir un diagnostic précis. Il y a un certain nombre de maladies neuromusculaires qui sont très voisines et qui peuvent être confondues. Dans le groupe des dystrophies musculaires, notamment celles qu'on appelait les dystrophies musculaires des ceintures, on sait maintenant qu'il y a plusieurs maladies génétiques différentes, avec des mécanismes génétiques différents et avec des gènes différents qui sont impliqués dans ces maladies, et donc des modes de transmission différents. Donc on ne peut donc pas donner un conseil génétique précis si on n'a pas, au préalable, déterminé le diagnostic de façon certaine. Donc ça, c'est le préalable absolument capital, et c'est en ça que les généticiens cliniciens que nous sommes travaillent en permanence avec les différents spécialistes pour lui dire est-ce que tu es sûr de ton diagnostic, et puis pour avoir des confirmations en génétique moléculaire, c'est-à-dire des confirmations biologiques avec l'anomalie génétique. Alors, c'est pas toujours si simple que ça, parce que quelquefois on croit qu'il y a une anomalie, puis finalement c'est pas une anomalie, c'est une variante de la normale, puisqu'on a tous des variations dans nos gènes. Donc quelquefois les choses sont encore difficiles à interpréter, même en 2008. À partir de là, il faut évaluer la demande du patient qui vient nous voir.
Celui qui vient nous voir, c'est soit celui qui est malade et qui veut savoir le plus souvent est-ce qu'il risque de transmettre sa maladie, d'où elle vient, est-ce que ses parents sont à risque d'être malades, est-ce que ses enfants sont à risque d'être malades, est-ce que ses futurs enfants sont à risque d'être malades, d'une part. Et ça peut être les apparentés de ce patient qui veulent savoir s'ils sont à risque de développer cette maladie, s'ils sont à risque de la transmettre. Dans les maladies génétiques, à différence d'autres maladies, un résultat d'un test génétique n'a jamais une signification individuelle pour soi. C'est toujours dans une signification familiale. C'est-à-dire que ce résultat-là qui m'est livré à moi, ça a du sens pour moi, mais ça a du sens pour mes ascendants, pour mes propres parents, ça a du sens par rapport à ma fratrie, à mes frères et sœurs. Qui d'entre nous est porteur, qui ne l'est pas, pourquoi moi, pourquoi pas elle, quelles sont les différences entre nous, venant du même père, de la même mère, pourquoi chacun d'entre nous a reçu un héritage différent. Et ça a du sens effectivement pour la descendance, qui est, si elle est là ou elle est à venir, mais ça a du sens dans le groupe. C'est pas facile puisque les histoires familiales sont déjà compliquées en elles-mêmes. Et puis, souvent, quand justement il y a une maladie et qu'elle est génétique et dans certains cas elle est héréditaire, cette maladie, elle peut avoir touché d'autres personnes de la famille et souvent ça peut être un sujet un peu tabou. Alors ils ont des informations mais partielles et bon, c'est avec nous qu'ils essayent de reconstruire un peu cet arbre généalogique. Ça peut parfois se faire en plusieurs temps. On leur dit de, si possible, récupérer des informations qu'ils vont reprendre, ils vont se renseigner, ils reviendront vers nous après. Et pour établir finalement, parmi les différentes personnes de leur famille, qui est à risque éventuellement de transmettre cette affection, qui pourrait bénéficier d'une consultation génétique, En réfléchissant, on s'est dit que je n'étais pas la seule à avoir une faiblesse musculaire dans la famille. Et puis en reprenant l'historique de la famille, on s'est dit que ma mère avait certainement des symptômes très légers, mais qui mettaient un doute, quoi. Donc du coup, elle a été elle aussi poussée très fortement au départ pour aller dans une consultation neuromusculaire. Et nos doutes ont été confirmés puisqu'effectivement, elle a une pathologie neuromusculaire. Et je pense que sans le passage par la génétique, on ne se serait pas forcément posé la question. Je sais qu'on a mis plusieurs années avant de se poser la question de savoir si quelqu'un d'autre pouvait être atteint. Et une fois qu'on a commencé à se poser la question, donc après c'est sûr qu'on recherche par exemple mon frère, est-ce que lui aussi pourrait pas être atteint? Bon, ça a priori c'est à exclure, mais on est remonté plusieurs générations en arrière, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des décès jeunes dans la famille qui n'étaient pas vraiment expliqués ou ce genre de choses. Alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? On ne sait pas, mais il est évident que la génétique ça fait réfléchir aussi aux autres personnes qui nous entourent. Voilà. Ensuite, au terme de l'enquête généalogique, on va voir si on peut déjà renseigner les consultants par rapport à la question qu'ils posent. Autrement dit, est-ce que je risque d'être atteint ou est-ce que je risque d'avoir des enfants atteints? Parfois, l'enquête généalogique seule suffit à répondre à la question. On peut, en fonction du degré de parenté de la personne qui consulte avec les sujets atteints, la renseigner pour lui dire si elle risque d'avoir un enfant atteint ou si elle risque elle-même d'être atteinte ou au contraire la rassurer d'emblée. Par exemple, si vous avez affaire à une famille où il y a un patient atteint de myopathie de Duchenne, si le frère du sujet atteint consulte pour savoir quel est son risque, de par le mode de transmission de la maladie, on peut d'emblée le renseigner et le rassurer en lui disant qu'il n'y a pas de risque qu'il soit lui-même atteint ou qu'il ait à son tour un enfant atteint de la maladie. Parfois, ça ne suffit pas. On n'est pas capable de renseigner immédiatement les consultants sur leur statut génétique et sur leurs risques pour leur propre descendance. Et il faut parfois demander un certain nombre d'investigations complémentaires. Donc ça peut être de faire un examen par un neurologue, ça peut être un électromyogramme, ou surtout, à notre époque, et de plus en plus, ça va être le test génétique qui va pouvoir permettre de déterminer le statut génétique de la personne.
Alors, le plus souvent, on peut faire un test génétique à partir d'une simple prise de sang. L'ensemble de notre patrimoine génétique, l'ensemble de nos gènes est présent globalement dans toutes les cellules du corps. Donc ça nous offre un avantage très, très intéressant de pouvoir faire une analyse à partir d'une simple prise de sang, même si le gène de la plupart des maladies neuromusculaires ne sert à rien au niveau des cellules sanguines. Le gène ne s'exprime pas dans les cellules sanguines. Mais on peut, en extrayant l'ADN, c'est-à-dire le matériel génétique des cellules du sang, faire un test pour tester tous les gènes de l'organisme. Donc le plus souvent, ce test à partir de l'ADN extrait des cellules du sang est suffisant pour identifier le défaut génétique qui est responsable de la maladie d'un patient donné. Parfois, ça ne suffit pas parce qu'il y a des anomalies génétiques d'un type particulier qu'on ne peut pas reconnaître par ce type d'analyse. Et dans ces cas-là, on peut aller plus loin en faisant une analyse génétique à partir du tissu où le gène s'exprime. Donc pour les maladies musculaires, par exemple, ça va être à partir du muscle, puisque c'est dans le muscle que le gène a un rôle. Donc c'est dans le muscle qu'on va pouvoir identifier ce type particulier d'anomalie génétique. Donc ça peut nécessiter qu'on fasse une analyse génétique à partir de tissus musculaires, à partir duquel on va extraire ce qu'on appelle les messagers du gène, qui sont la première étape d'expression du gène de la maladie en question. Il ne faut pas confondre, et ça c'est absolument capital, et c'est un de nos gros travaux, être porteur d'un gène délétère et être malade. C'est-à-dire que oui, on peut être porteur d'un gène anormal, qui peut entraîner des symptômes de la maladie, mais on peut être porteur et ne pas avoir de symptômes de la maladie, ou ne pas encore avoir de symptômes de la maladie, et c'est tout l'enjeu du diagnostic présymptomatique des maladies à révélation tardive. Un bon exemple, par exemple, c'est la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative extrêmement sévère qui se transmet de génération en génération. Les gens viennent nous voir pour nous demander s'ils sont porteurs du gène parce qu'un des deux parents est porteur. On va donc leur faire un diagnostic présymptomatique avant l'apparition des symptômes. On va leur dire oui, vous avez des risques, vous allez développer la maladie, ou non, vous n'allez pas développer la maladie en fonction du fait qu'ils sont ou non porteurs du gène. Pour ce qui est des consultations de diagnostic présymptomatique, il y a forcément un délai de réflexion qui est demandé avant de réaliser le prélèvement sanguin si les gens vont jusqu'à cette étape-là. Et à tout moment, ils peuvent ne pas donner suite. On en a certains qui ils vont à une première consultation avec le généticien, ils ne vont pas plus loin, d'autres qui vont jusqu'au prélèvement mais qui ne viennent pas chercher leurs résultats, probablement parce que les différentes consultations leur a permis de réfléchir sur leur intérêt à faire ou non le test, et que ces gens-là finalement ne souhaitaient pas faire le test même si ils étaient venus dans l'idée de le faire. Il y a des personnes qui ont besoin de savoir parce que la notion du risque, la question du doute aussi sur leur statut génétique fait qu'ils peuvent se sentir freinés, empêchés dans les projets de vie par exemple, ou très anxieux parce que le doute ça peut générer beaucoup d'angoisse chez certaines personnes. Et puis il y a d'autres personnes qui finalement par exemple à la fin des entretiens, soit avec le généticien, soit avec le psychologue, peuvent être amenés à dire mais finalement, voilà, j'ai compris beaucoup de choses aussi dans ma vie qui rentrent en résonance avec la question de ce test et du risque génétique. Et pour le moment, je préfère pas savoir. Dans le domaine du diagnostic prénatal, il y a des gens qui ont fait des choix de vie différents parce qu'ils avaient eu une information génétique. Il y a des gens qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, il y a des gens qui choisissent d'adopter, il y a des gens qui choisissent de recourir à la fécondation in vitro avec sperme de donneur pour éviter le risque génétique. Oui, la consultation génétique peut modifier des choix de vie. Mais l'idée, c'est que ça éclaire et que ça aide à la prise de décision. Et c'est pour ça qu'on travaille en binôme avec les psychologues, quasiment pour une grande partie des consultations de génétique, justement parce qu'il y a cet enjeu de choix de vie qui peut être extrêmement important. Je pense que dans la rencontre avec les patients, déjà il faut se dire que ce sont des consultations d'un point de vue psychologique où c'est ce qui va se jouer, c'est une décision à prendre dans beaucoup de cas. Faire ou ne pas faire un test, continuer ou ne pas continuer une grossesse, avoir ou ne pas avoir un enfant compte tenu du risque encouru. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que
le cœur de la consultation et de ce qui vivent les personnes, c'est un processus décisionnel. Et que dans ces processus décisionnels, le rôle du psychologue, c'est d'aider la personne dans ces processus, en l'aidant à prendre conscience parfois à ce qui fait obstacle pour prendre une décision, et surtout, je dirais, leur rappeler que pour prendre une décision dans la vie, on ne peut pas la prendre sur le moment. Il faut pouvoir l'inscrire dans une histoire. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on a pu avoir une troisième enfant qui s'est avérée ne pas être porteuse de la maladie, ou en tout cas peut-être porteuse saine, entre guillemets. Et évidemment, s'il n'y avait pas eu ce conseil génétique, nos choix auraient été tout autres. Et ça a permis également, par exemple, dans notre famille, ma femme a un frère qui a eu tout récemment une petite fille, et ça a permis il vit à l'étranger, et on a pu faire établir ce conseil génétique pour lui, puisqu'il était potentiellement aussi, en tout cas, porteur de la mutation du gène. Donc c'est cette connaissance qui, moi, m'a permis de transmettre cette information, d'en informer des proches qui pouvaient être très directement concernés, et les alerter sur le risque potentiel de ça. Toute information qui n'existait pas, à laquelle j'ai pas... une information à laquelle je n'ai pas accédé quand nous avons eu notre première petite fille. Donc effectivement, c'est très important d'avoir la possibilité d'établir un diagnostic très précis sur le plan génétique, puisque ça détermine ensuite tous les choix de vie et les choix familiaux d'un couple. Dans notre cas, on a pu en fait envisager ainsi d'avoir de nouvelles grossesses en toute connaissance de cause. Et là-dessus, le conseil du généticien était très important pour nous dire effectivement, vous avez 25% de risque qu'à chaque grossesse, il y ait cette maladie qui se déclare chez l'enfant, mais vous avez également 75% de chances que les choses aillent bien pour ce bébé. Donc c'est à vous de peser en fait le pour et le contre, et de bien réfléchir avant la grossesse à ce que vous ferez en cas de situation de maladie pour un futur bébé. Donc c'est le conseil qui nous a été donné, c'était de dire il faut que vous ayez pris votre décision avant de faire le diagnostic prénatal, puisque ensuite le temps sera compté et vous serez sûrement dans des dispositions psychologiques difficiles pour prendre une décision. Donc il faut que vous en ayez parlé bien avant en couple et que vous sachiez ce que vous allez faire. C'est vrai que le conseil génétique nous a beaucoup aidés déjà pour pouvoir déterminer au moins ce qu'était la maladie et quel risque on avait de transmettre à nos enfants. Grâce à ça, on a pu découvrir que la maladie n'était pas très invalidante. Donc ce conseil, c'est vrai, nous a aidés dans le choix d'avoir ce premier enfant et d'en avoir un deuxième par la suite. Enfin, j'attends les résultats avec impatience, parce que du coup, suite à ça, on aura pour projet de éventuellement avoir un enfant dans le futur. Donc, plutôt que de tirer, on va dire, la courte paille, on va quand même essayer d'avoir toutes les informations de notre côté pour envisager justement un futur enfant. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les tests génétiques ne permettent pas de répondre dans tous les cas. On a encore des situations où on ne peut pas résoudre à un instant donné la question posée par une famille précise. Mais il y a des avancées scientifiques en permanence, notamment dans le domaine de la génétique, et ce qui n'est pas possible à un moment donné peut l'être quelques mois ou quelques années plus tard. Et il nous arrive, nous, de voir des familles qu'on a connues par le passé, qu'on a revues à intervalles plus ou moins réguliers, pour lesquelles on n'a pas pu répondre et pour lesquelles on a enfin un jour un test qui va permettre de répondre à leurs questions.
permettre ou réaliser une prise de sang ou une biopsie pour un test génétique, c'est pas seulement un geste qui est indispensable au diagnostic, mais c'est aussi important pour le futur. Et parfois, le futur, il est quasiment immédiat parce que sont actuellement développées des stratégies thérapeutiques qui sont extrêmement ciblées en fonction de l'atteinte ou du type d'atteinte génétique. Donc, sans cette connaissance-là, on ne peut pas les appliquer, ces thérapeutiques. Et en même temps, à partir de ces connaissances-là, on peut imaginer des thérapeutiques ciblées. Et donc, même si le bénéfice ne paraît pas immédiat en dehors de mettre le doigt sur le coupable de la maladie, il se peut que demain, après-demain, avec l'émergence de ces nouvelles thérapies, pour pouvoir participer à des essais cliniques ou bénéficier des traitements qui sont issus de ces essais cliniques qui ont validé l'approche thérapeutique, il faut connaître son atteinte génétique. Et donc c'est un vrai partenariat qui se lie entre les chercheurs et les malades. Et ça commence par une simple prise de sang. Effectivement, maintenant, c'est d'autant plus intéressant qu'on voit depuis quelque temps l'émergence de programmes de recherche et donc de se dire, bon, c'est bien, on sait qu'on est atteint de telle maladie. Mais dans ces maladies-là, parfois, il y a plusieurs gènes qui sont incriminés. Et après, l'essai, il va porter sur un seul gène. Donc c'est important de savoir sur quel gène exactement on est atteint, pour qu'après on puisse envisager d'intégrer un programme de recherche. Nous espérons, je veux dire, c'est chaque matin quand je me réveille, je me lève dans cet appartement, que je vois le fauteuil de ma fillette dans l'entrée, et chaque soir quand je vais dormir, je ne peux pas m'endormir sans penser que quelque part ils vont trouver. La page d'ouverture de mes ordinateurs, c'est les recherches en cours, les essais thérapeutiques. Il ne se passe pas un jour, un matin, sans que je songe à ça, à ce que pourrait être sa vie si d'un seul coup, tel essai de telle molécule venait à faire ce que l'on espère, évidemment, à faire ses preuves, et qu'alors la vie pourrait changer du tout au tout. C'est ce qui nous tracte. Voilà.